Bonjour tout le monde. Déjà, merci Web2Day de m'accueillir ici ce matin. C'est une grande première pour moi, donc j'espère que vous serez indulgents. Donc ce matin, on va parler DDD et API REST. Alors, comme je sais que les sondages sont à la mode dans les presse, je vais faire un petit sondage. Qui connaît les API REST? Ok, grosso modo tout le monde. Qui connaît le DDD? Ok, la moitié. Et qui utilise les deux en même temps? Ok. Donc, j'aurais peut-être pas vous le dire, mais j'en ai plus appris sur le DDD en préparant cette presse qu'en 3 ans à le pratiquer. Par contre, la bonne nouvelle, partez pas tout de suite, c'est que ça a confirmé un peu l'approche que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, je suis Nicolas Fogou, CTO chez Lucas. On est éditeur SaaS dans le très sérieux domaine des applications RH. Vous nous connaissez peut-être plutôt par rapport à nos glaces sur le stand de Lucas au Web2Day. On pratique les API REST depuis environ 10 ans, donc on vient de ce monde-là, et le DDD donc depuis 3 ans. Donc venant du monde des applis web, quand on est arrivé dans le DDD, ce qui nous a le plus surpris, c'est le focus qui est fait sur le domaine. Et on trouvait dans les tutos qu'on a vus, au détriment souvent de la partie un peu émergée de cet iceberg qui sont les API. D'ailleurs, la plupart des pratiquants du DDD, peut-être vous dans la salle, déconseillent de brancher directement les API REST sur les entités du domaine. Mais nous, grands fans d'API, c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer ce matin. Et donc, je vais vous présenter une petite démo dans le monde aérien. Une première démo en mode classique DDD et puis des services REST par-dessus pour exposer le domaine au monde extérieur. Et puis derrière, une deuxième approche, donc l'approche qu'on utilise chez Lucas et qu'on a appelée RDD. Donc RDD, je vous laisse deviner la signification de l'acronyme, vous aurez la réponse dans 20 minutes. Mais avant tout, on va commencer par un peu de théorie sur le DDD et les API, parce que comme dirait John Zachman, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Donc le DDD a été introduit par Eric Evans en 2003 dans son Blue Book, qui fait toujours référence à la matière, qui est une véritable bible pour les fans de DDD, à un moment où les applis étaient dominées par les ORM et autres frameworks MVC, en fait, qui prenaient un peu le pas sur votre code métier. Donc le principe du DDD, c'est de remettre les considérations métiers au centre des discussions des développeurs, notamment en leur faisant rencontrer les experts du domaine et en remettant un peu sur le devant de la scène certains principes de programmation tout simplement un peu oubliés ou ignorés. La programmation orientée objet, tout simplement, le typage fort ou encore le découplage entre les différentes couches de notre application. Le point que je retiens le plus, effectivement, donc c'est le domaine first. On se concentre sur le domaine et en fait, c'est pas une question de code, c'est une question de personnes. On met les gens ensemble dans la même pièce, les développeurs, les PO, les experts du domaine. Donc les experts du domaine, en fait, c'est qui? Dans notre démo d'aujourd'hui sur le monde aérien, ça va être soit les aiguilleurs du ciel ou alors les pilotes carrément. Donc on va discuter, on va cuisiner ces experts en fait, et du coup on va faire émerger les concepts métiers du domaine, donc avant même d'attaquer la première ligne de code. Tout ça, en fait, ça va conduire à faire émerger un ubiquitous language, donc un langage unique. Tout le monde va parler ce même langage, et donc on va nommer les choses d'une façon unique. Donc là, dans notre domaine d'aujourd'hui, on va parler d'un plane pour un avion, d'un flight, d'un airport, et des GPS points pour les localisations GPS. Donc chaque nom, en fait, définit un concept d'une seule façon. Et c'est seulement une fois qu'on a fait tout ça qu'on peut commencer à modéliser notre domaine en utilisant les matériaux classiques du DDD, donc que vous connaissez visiblement, donc les entités, les agrégats, les repositories et autres factories. Le dernier point, c'est les bounded context, donc qui permettent justement de tacler la complexité d'un gros système en découpant un domaine en petits sous-domaines. L'intérêt, en fait, c'est qu'on va pouvoir se concentrer, creuser très en détail dans chaque bounded context, indépendamment les uns des autres. Donc, par exemple, si on revient sur les avions, là, la couleur de l'avion, dans le contexte du vol, on s'en fout un peu. Par contre, dans le contexte de la maintenance des appareils, ça va être hyper important puisqu'il va falloir savoir de quelle couleur repeindre l'avion, etc.
Également, dans le contexte de la commercialisation des billets d'avion, peut-être qu'on va vouloir mettre un logo, du coup le logo il est sur l'avion, et du coup la couleur de l'avion doit aller avec le logo, etc. Voilà, donc c'est un petit exemple. À la même époque, donc au début des années 2000, Roy Fielding publie une thèse dans laquelle il décrit REST. Donc en fait, REST, c'est un style architectural. Et en fait, il essaye de dire, OK, ben, je vais prendre le web comme exemple et je définis qu'est-ce que c'est, comment fonctionne le web en quelque sorte. Et ça a donné REST. Et à cette époque-là, c'est pareil, le monde des applications web était dominé par les services SOAP et autres web services qui utilisaient HTTP, mais vraiment pas à son optimum. Donc on a une échelle de maturité de Richardson qui permet de dire voilà, est-ce que ton API HTTP à quel niveau elle se situe. Donc les SOAP et compagnie, c'était au niveau 0, c'est-à-dire on fait juste on n'utilise que le verbe post sur des endpoints qui ne sont pas vraiment des ressources, c'est plutôt des services ad hoc. Et donc REST, lui, il arrive et il dit ok, bah moi je suis direct au niveau 3. Premier niveau, je manipule des ressources. Donc là, on va parler de ressources et pas de endpoint ou de service ad hoc. Deuxièmement, j'utilise les 4 verbes HTTP, get, put, post, delete. Et troisièmement, je vais inclure dans mes réponses des contrôles hypermédias qui vont permettre donc aux clients ou aux demandeurs ou aux navigateurs voilà, de naviguer vers les prochaines ressources. Donc pareil, 3 points sur REST. D'abord, c'est stateless. Des requêtes stateless, ça veut dire qu'une requête, elle contient l'intégralité des informations qui vont permettre à n'importe quel serveur de la traiter. Donc, par exemple, dans la requête, il y a la date de dernière modif de la ressource, il y a des infos sur le mec qui est connecté, et il y a peut-être aussi des infos sur le type de représentation que le client veut récupérer par rapport à la ressource. Donc c'est hyper puissant pour 2 raisons. La première, c'est que du coup, en fait, ma requête, elle va pouvoir passer dans mon réseau par n'importe quel nœud. Je m'en fous puisqu'elle contient toute l'information nécessaire à son traitement. Donc les nœuds, ils n'ont pas besoin de connaître a priori la ressource ou de savoir qui l'émet. Donc du coup, ça, dans un système distribué, ça va être hyper intéressant. Et deuxièmement, en fait, la ressource, elle va pouvoir être traitée par n'importe quel serveur. Si on a un cluster de serveurs, la ressource arrive sur n'importe quel serveur. Vu qu'elle contient toute l'info nécessaire à son traitement, et ben on peut scaler assez facilement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le deuxième point, donc j'en parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle de ressources. Donc une ressource ou un ensemble de ressources, une collection de ressources, on le verra tout à l'heure, elle possède donc une identité unique, un ID, souvent correspondant à son URL. Et du coup, on peut la mettre en cache assez facilement parce qu'elle contient aussi des informations sur sa fraîcheur, voire même sur la stratégie que peuvent adopter les nœuds du réseau pour la mettre en cache. Le troisième point sur REST, c'est donc le côté hypermédia. Donc c'est l'équivalent au niveau des pages HTML, des liens hypertextes, qui permettent en fait à un client de savoir quoi faire avec la ressource qu'il récupère. En fait, c'est un peu la contrepartie du côté stateless. C'est-à-dire que comme chaque requête est indépendante, il faut bien un moyen, quand on a une requête sous les yeux, de naviguer vers les prochaines requêtes. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit souvent que le HTTP, avec ses contrôles hypermédias, il permet d'être un moteur de changement d'état de notre système, puisque chaque contrôle va être un pointeur vers un état différent du système possible que le client va exploiter. Voilà, donc on vient de faire un peu de théorie. Du coup, en fait, on a d'un côté les patterns du DDD, de l'autre côté le style architectural REST. Donc, a priori, il n'y a pas de compétition entre les deux, ça n'a pas grand-chose à voir. Et la plupart du temps, donc, on se contente de les juxtaposer en fait, dans une application. D'abord, on va développer son domaine métier avec les experts, etc. Ensuite, si on est dans une application web, on se dit, tiens, je vais vouloir proposer des interactions avec mon domaine au monde extérieur, et notamment au front, mais pas que. Et puis du coup, c'est pratique parce que par HTTP, c'est hyper scalable. Donc du coup, je vais monter des services REST par-dessus pour pouvoir répondre à ces besoins d'interaction avec mon domaine. Du coup, c'est ce que je vais essayer de vous montrer si ça fonctionne maintenant. Donc une première implémentation. Donc là, j'ai une Google Maps, j'ai un avion que je vais remettre à son point de départ. Voilà, alors j'ai 2 avions, c'est super. Ok, donc là, mon avion, en fait, il va partir de Paris. Je vais starter le flight, hop, et il va se déplacer vers Nantes. Donc là, j'ai oublié de le dire, mais au début, on a un poste qui est parti vers une route start plane. Et ensuite, alors évidemment, je pense que vous ne voyez rien du tout. Du coup, je vais ouvrir ça. Tac.
Voilà. Et donc ensuite, mon front, il est abonné au back et il récupère la latitude et la longitude en temps réel de l'avion et avec une petite info là, is flying true, pour savoir est-ce que l'avion il est arrivé à destination. Donc là, mon avion, il est arrivé à Nantes, à l'aéroport actuel de Nantes. Donc là, le front, il était abonné au back, donc j'ai fait du pool, hein, j'ai pas essayé de faire du Signalair ou du WebSocket pour des raisons de simplicité. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de repasser là et d'analyser un peu le code qui a été utilisé pour cette démo. Donc là, on va partir de l'architecture en oignon du DDD, où les couches, en fait, elles sont concentriques. Et alors j'ai fait une grosse connerie là, pardon. Voilà. Et où les couches sont concentriques, ce qui fait que les couches superficielles vont dépendre des couches internes, mais les couches internes ne dépendent de rien. Donc on va commencer par le domaine, donc lui qui dépend d'aucune autre couche. Mon modèle métier, le voilà. Donc là, j'ai représenté un agrégat dont la racine, c'est l'entité flight. Donc un flight, il a un aéroport de departure et de destination. Il est assuré par un plane. Le plane, il utilise un flight router pour calculer en fait sa position dans le temps. Et tout ça le plane et les airports sont localisés via des GPS points. On va commencer donc par notre racine d'agrégat, l'objet flight. Donc c'est une entité. Alors au niveau coloration syntaxique, en plus c'est pas hyper bien contrasté. J'ai essayé de mettre en vert tout ce dont je vais vous parler. Donc cherchez pas de coloration d'idées ou quoi. C'est un peu ad hoc. Donc l'objet flight, c'est une entité. Il a un événement flight change qui va pouvoir émettre pour que notamment l'infra puisse persister des infos. Et il pointe vers les différentes autres entités. Et il a une date de départ, une date d'arrivée. Donc il a un état, il a aussi un comportement. Donc on a mis une méthode start sur cet objet flight qui est décomposé en 3 parties, le décollage, le vol et l'atterrissage. Donc grosso modo, il met à jour sa date de départ pour matérialiser le décollage, il lève un événement. Ensuite, il délègue le vol en lui-même au plane via la méthode fly-through qu'on verra juste après. Et puis ensuite, l'avion, il atterrit. Donc voyons maintenant l'entité plane. Donc l'entité plane, lui aussi, il a des événements, location change, puisqu'il va changer de localisation dans le temps. Et il a donc sa current location, qui est un GPS point, et son comportement fly-through. Donc il va utiliser le flight router, je ne rentre pas dans le détail, mais grosso modo, le flight router va calculer la position actualisée à chaque pulsation de 100 millisecondes. Et au bout d'un moment, le flight router dit au plane « Ok, tu es arrivé à destination », et le plane il sort de la boucle et il considère qu'il est arrivé. Donc le GPS point, c'est un bon exemple de value object au sens DDD du terme. J'ai forcé le trait encore plus puisque j'ai réutilisé d'autres value objects à l'intérieur des coordinates, lat long coordinate. Donc ça vous permet de voir que si on avait un constructeur avec des décimaux, on pourrait éventuellement les inverser. Alors que là, le deuxième constructeur, qui est celui qui est utilisé là sur cet exemple, il prend une lat coordinate, une long coordinate. Donc les coordinates, c'est elles qui prennent au final quand même, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, quand même un décimal. Donc voilà pour ces value objects. Du coup, maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc là, c'est fini sur le domaine. Donc vous voyez, le code du domaine, il est assez pur, il est agnostique de quoi que ce soit d'autre. Il y a juste un petit système de gestion d'événements. On va maintenant regarder l'infra. Donc l'infra, évidemment, là, dans notre exemple, ça va consister uniquement à persister de l'information en base de données. Comme on est des développeurs feignants chez Lucas, on n'a pas fait des requêtes SQL, on a utilisé un ORM, on est en C#, on a utilisé EF. Donc du coup, là, dans cet exemple, dans l'infra, on va avoir une ribambelle de classes qui vont être en 1 pour 1 avec les tables dans notre modèle de données pour que l'ORM fonctionne, en fait. Donc on va appeler ça des POCO là, dans la suite de la présentation. Ils ont juste un état, pas de comportement. Donc je vais vous les montrer. Voilà nos tables, donc notre modèle de données. Là, ce qu'on voit apparaître, en fait, on va retrouver Flight Plane Airport comme on l'avait tout à l'heure dans le modèle métier, sauf qu'on va voir apparaître cette table Plane Position qui va permettre d'enregistrer les différentes positions de l'avion dans le temps avec une date d'enregistrement. Donc ça, on l'a pas modélisé ça dans le domaine. Dans le domaine, vous vous souvenez, on avait juste une propriété current location sur le plane. Donc le plane, il met à jour sa current location et basta. Donc tous les POCO de l'infra qui servent à la persistante, j'ai appelé ça, je les ai suffixés data. Donc un plane data,
il a une collection de plane position data, donc c'est ses positions. Et une plane position data, c'est encore un POCO avec décimales, etc. Donc là, on voit qu'il n'y a pas les GPS points, etc. Parce que tout ça, c'est des value objects du domaine et on les persiste pas, donc ils ne font pas partie de l'infra. On cherche uniquement à modéliser en fait, l'étape de la base de données. Du coup, comment on fait pour passer, quand il y a une requête qui arrive au niveau d'un repository de l'infra au domaine? On va utiliser deux concepts du DDD, donc les repositories et les factories. Donc le repository vis-à-vis du monde extérieur, c'est lui qui fait l'interface pour accéder aux entités du domaine, domain entities, que j'ai matérialisé ici en bas. Et parfois, il se fait aider par une factory de reconstitution, donc à ne pas confondre avec une factory de forge, en fait, une factory classique de création d'un objet métier. Ici, on est dans l'infra. Hein. Donc là, c'est une factory de reconstitution qui permet, à partir d'objets POCO, hein, donc l'étape de la base de données, de reconstituer une entité du domaine. Donc voilà la factory qui sert à builder un plane. Donc elle prend un plane data en paramètres et elle nous renvoie un plane. Du coup, donc là, toute l'idée, ça va être de dire, OK, j'ai des plane position, donc c'est la table des plane position data, et je vais être obligé de créer des lat coordinates, des GPS points, et du coup d'instancier finalement mon plane avec sa current location. Donc une fois qu'on a construit les planes, le repository va pouvoir renvoyer ces objets au monde extérieur. Sauf que là, on avait dit qu'on est dans un agrégat, que la racine d'agrégat, c'est des flights. Donc là, on est sur un repository des flights et on va renvoyer des flights. Donc on a une méthode getFlight qui va se nourrir des flight data, donc la table des flights en base de données, qui va instancier des flights, donc des flights métiers, en s'appuyant sur des factories, notamment donc la factory des planes qu'on vient de voir juste avant. Là, les flights, ils n'ont pas de factory, puisqu'ils utilisent des sous-factories en quelque sorte, et du coup le constructeur était assez basique. Donc, pour résumer, les repositories, c'est le point d'entrée vers les entités du domaine, et les factories, elles sont utilisées de temps en temps quand il y a un objet un peu compliqué à refabriquer. Maintenant, quand on veut modifier une entité, donc une fois qu'on a récupéré l'entité avec le schéma que j'ai montré juste avant, maintenant on veut la modifier. Donc là, l'entité, en fait, elle va gérer elle-même son comportement, donc sa modification, et elle va réutiliser le concept de repository. Donc le repository fait un peu double emploi pour aller persister de l'information en base de données. Donc avec notamment le système qu'on a vu tout à l'heure de levée d'événements. Du coup, donc ça va fabriquer des POCO data et ça va finalement enregistrer l'info en base. Donc je vous remets la méthode flythrough de mon plane. Donc là, on est dans le domaine. Donc le plane, qu'est-ce qu'il fait? Il change sa current location et juste après, il lève un événement. Et du coup, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abonner mon repository qui est dans l'infra à cet événement-là pour pouvoir persister l'information. Donc c'est ce qu'on va faire donc, dans le plane position repository. J'ai fait une méthode process event qui regarde dès qu'il y a un événement, elle reçoit l'événement. Elle dit OK, c'est location change. Je sais que le sujet de mon événement, c'est un plane. Du coup, je vais récupérer sa current location et je vais ajouter une position en base de données. Donc maintenant qu'on a vu comment ça se passait entre le domaine et l'infra, donc entre le domaine et la base de données, grosso modo, on va regarder comment ça se passe entre le domaine et le monde extérieur, donc via la couche application. Donc la couche application, là, elle est composée de contrôleurs, puisqu'on est dans une application web, et on a vu qu'il y avait deux endpoints, deux URL. Donc une URL get API planes et une URL start plane pour démarrer un avion. Donc là, volontairement, j'ai mis plane, j'ai pas mis flight, parce que mes développeurs front qui ont besoin de cette API-là, ils ont une Google Maps et ils affichent des avions. Donc OK, on a besoin d'une API planes. OK, très bien. Donc le contrôleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur le repository pour faire le job. Donc en lecture, qu'est-ce que ça donne? On a la requête qui arrive, le repo va aller chercher les entités du domaine, et ensuite ça va être sérialisé, non pas tel quel, mais en général via à nouveau des POCO web. Donc ça, c'est pour découpler en fait les entités du domaine du monde extérieur. Donc voilà le contrôleur en lecture, il va s'adresser au flight repository, il va faire une pirouette, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il reçoit un GUID de plane, mais lui, le repo, la racine d'agrégat, c'est des flights, donc il va aller chercher le flight selon l'ID de son plane, puis ensuite, sur le flight, il va travailler pour récupérer des infos pour renvoyer son POCO web.
Donc là, ID is flying lat long, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en JSON, c'est l'API qu'on a exposée à notre front. Donc voilà notre objet web, hein, c'est un POCO aussi, il a juste des propriétés. Voilà la réponse JSON, donc j'avais montré tout à l'heure dans le navigateur. Donc on remarque deux choses en fait par rapport au domaine, entre le domaine plane, entre l'objet plane et puis cette URL-là. Pour moi, il n'y a pas grand-chose en commun. D'abord parce que là, on a un isFlying qui arrive là, on n'a pas l'intégralité des informations sur le plane. Donc là, on est plus face en fait à un DTO, un Data Transfer Object, qui permet finalement de faire passer de l'information entre deux systèmes. On va agréger dans ce DTO le maximum d'informations possible. Là, c'est un petit exemple. Donc juste, on a rajouté isFlying, c'est une petite info, parce que le front en a besoin pour savoir s'il doit se désabonner de ces appels au back. Donc voilà. En écriture, on a créé une route StartPlane qui arrive sur le contrôleur, qui parle au repository. Le repository, il va orchestrer un peu la récupération de l'entier du domaine, puis exécution d'une méthode. Et donc là, on est sur une commande, on pourrait appeler ça une commande, donc on n'a pas de retour. Donc au niveau du code, ça donne quoi? Donc la méthode StartPlane dans notre contrôleur, on a le repo, on va chercher le flight et on le start. Alors ouais, cette ambiguïté plane flight, là j'espère que je vous ai pas trop confusé là-dessus, mais c'est quelque chose qui peut vraiment arriver dans la vie de tous les jours. Donc évidemment là c'est un peu gros, en général c'est un peu plus abscon que ça, mais ça peut arriver notamment si vous avez des dev back qui s'occupent du domaine et puis des dev front qui s'occupent de la surface d'exposition au niveau des API, surtout si c'est une exposition que pour le front ou pour une intégration tierce, ça peut vraiment arriver. Alors je ne vous montre pas le code front parce qu'il est assez trivial et ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais grosso modo, on fait des appels Ajax depuis du JavaScript. Voilà, donc je viens de vous montrer ce que je considère comme une approche classique où on se concentre sur le domaine et puis ensuite on essaye de l'exposer via HTTP. Et donc avant de vous montrer l'alternative qu'on utilise chez Lucas, on va essayer d'analyser un peu les forces et les faiblesses de cette approche. Donc la première, évidemment, on est dans du DDD, donc on a un modèle métier hyper riche qui est complètement découplé des autres couches. Donc on a vu que dans notre domaine, c'était très pur, et on avait les couches contrôleurs et les couches infra qui étaient à côté du domaine et pas à l'intérieur. Du coup, ça fait qu'on a une tuyauterie assez verbeuse, puisque on a vu sous notre objet plane, on a 3 versions. On a le plane du domaine, le POCO plane pour la base de données, le POCO plane pour la couche web. On peut même avoir une 4e version si côté front, on est sur du Angular ou du React et qu'on a en TypeScript une classe plane. Donc on va avoir 4 versions de notre plane. Autant au niveau du domaine, on a discuté avec les experts, c'est plus ou moins sous contrôle et on a architecturé notre domaine, on est assez content de ça. Autant pour l'infra, on va peut-être laisser ça à un DBA et donc on a ces objets Plane Position Data qui n'ont pas trop été discutés dans le domaine finalement. Et puis pareil pour le front, on a une API qu'on a fait un peu comme ça. Et donc est-ce que finalement entre les fronts et les DBA, ils vont parler le même langage? Un DBA qui va parler de position data au front, il ne va pas comprendre. Et puis le front, avec ses API ad hoc, ils vont peut-être... Donc ça va peut-être nuire à l'ubiquitous language. Et enfin, donc le point, c'est aussi que le domaine, notre appli, là, elle est orientée consommation. C'est-à-dire qu'on a pris notre domaine et puis ensuite, on a dit au front, alors vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de ça, OK. Et donc, on a fait une API pour les besoins, en fait. Du coup, finalement, on n'a pas vraiment une API REST, puisque on a une pseudo-ressource plane qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on a dans le domaine. On a un truc un peu ad hoc, là, une route start plane. Donc ça ressemble plutôt à de l'appel de procédure qu'à une ressource. Donc là, on est aussi entre le niveau 0 et 1 sur l'échelle de Richardson qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà pour résumer un peu les griefs que j'aurais sur cette approche-là. Donc maintenant, je vais vous montrer une alternative qu'on a développée chez Lucas depuis quelques années et qui se résume en 2 points. Le premier, c'est de développer le domaine
en même temps que les API, et pas d'abord le domaine, puis après on voit ce qui se passe au niveau des API. Et la deuxième, c'est de matérialiser les processus sous forme de ressources. Donc la fameuse route start plane que j'ai montrée tout à l'heure. On va essayer de dire, OK, en fait, peut-être qu'il nous manque un concept, peut-être qu'on a mal discuté avec les experts du domaine. Et peut-être, là, je vous propose d'appeler ça un travel. Par exemple, on pourrait dire, OK, un travel, c'est pas vraiment un vol, parce que le vol, il existe avant que l'avion décolle. OK, il a un numéro, etc. Mais un travel, c'est justement la phase du vol qui consiste, c'est entre le moment où l'avion décolle et l'avion atterrit. Et on pourrait appeler ça un travel. Donc, conceptualiser en fait les processus. Donc tout ça, on ne l'a pas inventé nous-mêmes. On a été inspiré par un monsieur qui s'appelle John Zachman. Donc là, qui connaît John Zachman, à part les gens de Lucas dans la salle? OK, il y a quand même des gens qui le connaissent. Donc John Zachman, à la fin des années 80, il a inventé une ontologie. Une ontologie, c'est quoi? C'est comme le tableau périodique des éléments. Tableau périodique des éléments, vous prenez n'importe quel composant chimique, vous pouvez le ranger dans les éléments chimiques. Et donc les éléments chimiques, on va parler de primitives. Donc en fait, Zachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué ça à l'architecture d'entreprise. Donc à travers ça, c'est son propre tableau périodique, donc à 2 entrées, à 2 dimensions. Et dans les cases, on va avoir donc des primitives, les éléments essentiels de notre domaine en fait. Hein, vous me voyez venir. Donc on a des colonnes what, how, where, who, when, why. Si on essaye de faire des ponts avec ce qu'on vient de montrer. Nos entités du domaine, flight, plane, ça va être des what, c'est qu'est-ce qu'on manipule. How, c'est comment on les manipule. Donc comment on les manipule, c'était la méthode start sur les flight ou la méthode fly-through sur les planes. Et là, on vient de parler tout à l'heure d'un objet travel. Donc pour moi, la primitive qui va dans la colonne how, c'est un travel. Donc dans le where, on va mettre la localisation de où se passent les choses. Donc là, c'est bien que dans le domaine aérien, on a les airports, les GPS points. Le who, c'est le mec connecté. Donc là, on est en anonyme, donc on n'est pas concerné. Le when, c'est le cycle de vie des entités. Donc peut-être que le flight router, il est responsable de ça. On l'a pas vu. Et le why, c'est pourquoi on fait tout ça. Donc là, c'est pareil, c'est hors scope. Ensuite, les lignes dans son ontologie, ça va en fait permettre de voir les primitives sous différents angles, différentes perspectives. De la plus stratosphérique, la première ligne, ça va être la vision de l'entreprise, la vision du codir en quelque sorte, jusqu'à la plus pratique, le code et puis les ops là, qui vont déployer le code sur une infra, etc. Et du coup, avec tout ça, on aboutit à une vision holistique de l'entreprise. Et donc, il y a beaucoup de points communs entre Zachman et le DDD, c'est pour ça que je m'arrête 2 minutes dessus. Zachman parle aussi de la nécessité d'un langage unique, d'avoir des experts du métier, de donner des noms aux entités et qu'elles aient des identités. Et quant au bounded context, on pourrait dire que son cadre Zachman, on peut l'appliquer à un projet aussi bien qu'à l'entreprise, aussi bien que à différents niveaux de zoom. Et donc Zachman, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut trouver les primitives et travailler uniquement sur les primitives. Et que si on travaille sur autre chose, genre Starplane et compagnie, ça c'est des composites et il faut les décomposer en primitives. Exactement comme les chimistes, avant ils travaillaient sur des composés chimiques et au bout d'un moment ils se sont dit « Ah mais en fait ils sont composés d'éléments primitifs, etc. » Et c'est plus intéressant de travailler sur les primitives. Pourquoi? Parce que les primitives, elles sont réutilisables, elles sont interopérables et elles sont alignées avec la vision globale de l'entreprise. Et tout le reste pour lui, c'est création de dette. Et en travaillant sur les primitives, on fait de l'architecture. Et si on ne travaille pas sur les primitives, on ne fait pas de l'architecture, on fait autre chose. Et donc nous, on est parti de ça. Et simplement, ce qu'on a ajouté, on l'a un peu modernisé en mode, OK, les primitives, on va utiliser le DDD pour les exprimer et on va les exposer via des API REST. Et donc, ça a donné RDD. Donc voilà, RDD, ça veut dire REST Driven Domain. Donc l'idée, c'est donc un domaine avec lequel on interagit uniquement via des API REST. Et donc on a du 1 pour 1 entre les entités du domaine et les API REST. On laisse tomber tous les objets POCO, là, web. On verra aussi peut-être data. Et donc l'enjeu, ça va consister à formaliser les entités du domaine tout en pensant aux API et faire des allers-retours entre les deux. Donc si on reprend notre exemple,
avec les avions. Donc déjà, l'API des planes, on va la dégager puisqu'on a dit que dans notre domaine, on était sur des flights. Okay, donc le front n'aura qu'à s'adapter à ça. Donc on n'est pas en mode qu'est-ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. C'est non, ok, j'architecture mon application, c'est des flights, j'ai une API des flights, c'est comme ça, c'est la vie. Et après on discute. Donc les flights, on est sur une collection ici. Donc elle a des items. Chaque flight est identifiable par son ID. Il a un nom au cas où c'est un humain qui va lire ça et puis pour l'afficher dans les contrôles. Et il a donc son URL. Donc là, on a un petit début d'hypermédia, puisqu'on pourrait cliquer sur cette URL et puis zoomer sur le flight. Et ici, on est vraiment sur une collection. La collection, elle peut avoir ses propres propriétés, un count, une date de dernière modif de la collection, etc. Donc là, on est vraiment sur des API REST. Si on zoome sur un flight, on va retrouver toutes les infos. Donc là, on est sur le domaine. Donc le flight, il est lié à des planes, à des airports, etc. Donc on va retrouver tout ça. On va retrouver le booléen isFlyingFlying, on reviendra dessus tout à l'heure, et on va retrouver donc des liens métiers pour indiquer au front qu'est-ce qu'il peut faire avec ma ressource flight. Donc là, on peut lui dire, voilà, tu peux créer un travel en faisant un post sur l'URL qui va bien. Donc ça permet aussi de découpler le front du back. En écriture, donc on va simplement poster un travel. Donc là, travel, il n'a pas de son propre état, il n'y a pas d'infos à communiquer. Donc on n'envoie rien et on reçoit rien. Mais il se pourrait que le travel, il ait des informations. Et le fait de conceptualiser comme ça les process sous forme de ressources, ça nous force aussi à les historiser. Alors, imaginons qu'un flight puisse avoir plusieurs travels. On pourrait faire un get là-dessus, ça serait une collection, et on pourrait récupérer l'intégralité de ces informations. Donc vous voyez qu'on ne développe pas les API pour les usages, mais pour exprimer notre domaine. Donc souvenez-vous de notre appel tout à l'heure. Donc ça, c'est le JSON que le front il attend. Et ben, le front, il va s'adapter. On va utiliser le mot-clé fields que vous devez connaître, puisqu'il est très répandu, qui va permettre d'avoir une réponse partielle au niveau de mon objet flight. Le front, on lui a dit qu'en fait, il y a du 1 pour 1 entre les flights et les planes. Donc même si c'est des planes qu'on affiche, en fait, au niveau métier, on raisonne sur des flights. Donc on lui dit, OK, tape sur la collection des flights et puis les ID tu peux utiliser les ID des flights. Le plane, on va récupérer différentes informations dessus. Et cette méthode isFlyingFlying qu'on verra encore tout à l'heure. Donc une fois qu'on a posé ces API, on va regarder un peu le refacto qu'on a fait dans nos différentes couches en commençant par le contrôleur. Donc le contrôleur, tout à l'heure, il s'adressait uniquement au repo. Là, du coup, il va passer par une collection. En fait, on a voulu créer au niveau du domaine un nouveau type d'objet que sont des collections et qui correspondent en 1 pour 1 aux collections au niveau de mon API REST. Donc la collection, en fait, c'est elle, finalement, la racine d'agrégat. C'est pas le flight et son repo. Donc c'est sur la collection qu'on va récupérer les flights. Et on la différencie des repos parce que le repo, il va juste gérer un rôle technique, alors que la collection, elle fait partie du domaine et elle contient du métier. En écriture, donc on est sur la commande travel, et on va s'adresser aussi à la collection et on va simplement créer l'entité travel. Donc en fait, là, la collection, pour le coup, elle va faire office de factory au sens domaine du terme. Donc, voyons maintenant le fameux code métier. Donc, la collection, quelque part, c'est un service du domaine qui est dédié à une ressource en particulier ou une grappe de ressources en particulier. C'est elle qui va savoir récupérer les flights, on l'a vu tout à l'heure, et c'est elle qui va savoir créer un travel. Donc ici, on a encapsulé en fait le code qui était dans flight tout à l'heure dans la création d'un travel qui prend un flight que la collection va lui envoyer. Donc l'objet travel love là, il a récupéré tout le code qui était dans le start du flight de tout à l'heure. Il dépend d'un flight. Et j'ai déplacé l'événement. En fait, du coup, au niveau des événements, on va être juste sur de la création. Donc là, on crée un travel. Au niveau du flight, du coup, il a pu sa méthode start et j'ai mis dans le domaine le isFlyingFlying. En fait, suite à une discussion avec les fronts, il s'est avéré qu'avoir cette info isFlyingFlying, c'était une info intéressante, même au niveau métier. Donc je me suis dit, je vais la redescendre au niveau métier, pourquoi pas. Donc pour résumer en fait l'interaction, le contrôleur s'adresse à une collection qui utilise un repo pour récupérer les entités du domaine et les renvoyer au contrôleur. Au niveau de l'infra,
Donc, au niveau de l'infra, on a enlevé tous les POCO web, puisqu'on sérialise directement les entités du domaine. Et chez Lucas, on a voulu même aller encore plus loin. Et on a viré aussi tous les POCO data. Et du coup, ça va peut-être vous faire hurler, mais on traque en fait les entités du domaine via EF pour sauver les modifs en base de données. On a fait ça parce qu'il y a 3 astuces dans EF. La première, c'est qu'il a un mode code first qui permet de d'abord faire son domaine, puis ensuite dans l'infra de mettre toute la tuyauterie EF qui va bien. Donc la tuyauterie, elle n'est pas dans le domaine, contrairement à ce qui se passait avant. On utilise aussi des complex types qui permettent de prendre un modèle relationnel et de remonter un modèle objet grâce à ça et de traquer ça quand même. Et comme les complex types ne suffisaient pas, on a fait un autre truc. On a exprimé dans nos tables au niveau de la base de données le modèle de données. Okay, donc là, en mode, je suis un DBA, je crée mon modèle, etc. Et ensuite, via des vues SQL, on a exprimé nos entités du domaine. Et du coup, notre code C#, il se branche sur les vues SQL. Et du coup, on a quelque part la base qui est capable d'exprimer. Donc, c'est comme si on avait mis pas mal de code des repos et de l'infra directement en base. Donc revenons un peu sur les forces et les faiblesses que j'avais trouvées tout à l'heure à l'approche. Donc la tuyauterie, elle est devenue minimaliste dans cette approche RDD, puisqu'on n'a plus du tout de POCO. On a pseudo-normalisé l'approche parce qu'on a conceptualisé le travel, et qu'à chaque fois que vous êtes face à un cas comme ça, de route un peu bizarre, ça veut dire qu'il vous manque, vous n'avez pas bien travaillé au niveau de l'archi, il vous manque un concept, et il faut essayer de le trouver. Et on doit, donc c'est orienté architecture. Les API, elles ne sont pas orientées consommation. Du coup, on va avoir une seule API REST qu'on va même pouvoir rendre public et faire utiliser par nos clients directement et en être fier en fait, puisqu'elle exprime notre domaine. Et donc, on est monté un peu plus dans les niveaux de maturation et notre API, elle est plus restful que celle d'avant. En utilisant cette approche, en fait, donc évidemment, elle n'a pas que des avantages, mais elle a certaines vertus en fait qu'on n'avait pas devinées au départ, notamment le niveau de discussion entre les PO et les devs. Le fait de remonter la surface d'exposition du domaine au niveau des API plutôt qu'au niveau des services du domaine, donc du code, ça fait que les PO ils peuvent aller voir le domaine sans avoir d'IDE ou aller dans du code. Ils ont dans leur navigateur en JSON ou via un Swagger ou un Raml, ils peuvent voir le domaine. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, nous, on utilise les API comme frontière entre les SP fonctionnels et les SP techniques. Donc on se met d'accord sur les API, puis ensuite les devs, ils implémentent le domaine à partir de ça. On rapproche également les devs front et les devs back, puisque là on a vu tout à l'heure qu'il y a une discussion qui s'enchaîne entre les front et les back pour savoir faire des trade-offs entre j'ai besoin de ça, mais moi mon archi elle est comme ça, etc. Et du coup, s'il y a des code smell dans le domaine, vu que ça va se voir au niveau des API, bah, les devs front ils vont pas se priver en fait d'en parler aux devs back éventuellement. Et également, on augmente le quotient, le QI, le quotient d'intégrabilité de notre appli, comme dirait Habib Gergachi. C'est-à-dire que, vu qu'on est sur des API REST qui exposent notre domaine et que c'est en HTTP, ben en fait, on peut les ouvrir à qui on veut et on peut s'intégrer avec plein de systèmes de cette façon-là. Parce que nos API, elles sont durables, puisque du coup, comme elles sont basées sur le domaine, que le domaine, on dit toujours que c'est durable, du coup, elles sont robustes et durables. Et au niveau des bandits de contexte, chez Lucas, on fait une application par bandit de contexte quasiment. Donc on n'est pas loin des microservices. Du coup, comme les bandits de contexte, leur surface d'exposition, c'est des API REST, et qu'on intègre les bandits de contexte entre eux par le web, donc par les API REST, donc ils sont nativement faiblement couplés. On ne peut pas les coupler plus que ça. Et du coup, ils embrassent un peu mieux le principe OA, Web Oriented Architecture, ce qui fait qu'on a globalement un système plus scalable. Donc on a trouvé 2 nouveaux avantages à cette approche RDD, mais il y a quelques quand même petits bémols, notamment les puts. Donc il faut faire attention aux puts. Donc ça, c'est pas vrai uniquement dans ce que je dis là, mais c'est vrai de tout temps. Il faut bien comprendre que quand on fait un put sur une ressource, c'est pour modifier intégralement
ou partiellement si on fait un patch, mais pour modifier son état, et qu'il ne faut surtout pas utiliser un put comme prétexte pour déclencher des processus métiers. Par exemple, je pourrais dire, le front, quand il veut starter le flight, il fait un put sur le booléen isPlane flying, il le passe de false à true, et il espère que derrière, le back, il va faire le job. Donc là, en fait, on a manqué complètement le concept de travel, et du coup, donc utilisez des puts que quand il y en a besoin. L'autre truc, c'est si vous faites jamais de put, bah là, c'est super, parce qu'en fait, vous faites que des créations de ressources. Une fois que la ressource elle est créée, vous la modifiez plus, puisque vous faites pas de put, et du coup, elle est hautement cacheable, en fait, votre ressource. Donc ça, c'est intéressant aussi d'éviter de faire des puts ou de ne pas en faire. Alors évidemment, on a des problèmes de versionning, comme tout le monde, je pense, puisque l'avantage des POCO qu'on avait dans la première approche, c'est que du coup, on peut fortement les découpler de notre domaine. On peut faire évoluer notre domaine. Les POCO web, ils vont rester les mêmes, ou inversement. Donc là, c'est plus le cas, puisque dès qu'on fait une modif dans le domaine, ça va tout de suite baver au niveau des API. Donc il y a plusieurs techniques, mais nous, ce qu'on utilise, c'est que... Alors vous pouvez ne jamais modifier votre code, par exemple. Ça, c'est possible. Toujours faire des trucs à côté. Donc ça, c'est l'approche nano-service, en quelque sorte. Mais sans aller aussi loin, en fait, si vous ajoutez des propriétés, déjà le JSON, il le gère très bien. Hein, on n'est pas dans du XML. Un client JSON qui va récupérer une nouvelle propriété, il s'en fout un peu. En fait, il va juste l'ignorer. Si vous en modifiez une, je vous conseille plutôt de la doubler. Ça va permettre, en fait, le temps que les gens s'adaptent, de la doubler. J'ai pas vu le truc time over. Ok. Donc, pour résumer, en fait, RDD, c'est une convergence modèle métier API, command as resources, donc l'entité de travel qu'on a vu tout à l'heure, pas d'API ad hoc, pas de service, en fait. Dès que moi je vois le mot service, ça me donne des boutons. Voilà, donc on a vu aujourd'hui un peu comment essayer de concilier DDD et API REST sans faire de trade-off sur ces deux magnifiques approches. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on a 5 minutes, je crois. Je remercie aussi Meryl de Lucas pour avoir fait ces slides, enfin botifié toutes ces slides. Voilà, merci. Merci Nicolas.